Gregory Papi Boyington se tenait sur le tarmac de Henderson Field, à Guadalcanal, au début de septembre 1942, observant un groupe de jeunes pilotes de marine se blottir près de leur corsaire. Il a surpris des fragments de leur conversation. Le mot « ancien » est arrivé jusqu'à lui, suivi de rires étouffés. À 36 ans, Boyington était en effet ancien selon les normes des pilotes de chasse. La plupart de ces jeunes avaient à peine 23 ans, le visage frais et arrogant, convaincus que le combat aérien appartenait à ceux qui avaient des réflexes rapides et des nerfs d'acier. Ils ont vu le visage buriné de Boyington, les rides de plus en plus profondes autour de ses yeux, le léger embonpoint que le whisky et les repas irréguliers lui avaient offert, et ils l'ont mis de côté. Juste un autre officier raté qui poussait des papiers jusqu'à la retraite. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Boyington avait plus d'expérience de combat que tout leur escadron réuni. Il avait passé près de 2 ans à voler pour le groupe de volontaires américains en Chine, les légendaires Tigres volants, où il avait abattu 6 avions japonais avant la dissolution de l'unité en juillet 1942. Il avait appris à se battre dans les cieux brutaux de la Birmanie et de la Chine, où une seule erreur signifiait la mort et où les pilotes japonais étaient habiles, agressifs et totalement impitoyables. Mais rien de tout cela n'importait à ces jeunes marines. Ils voyaient l'âge, l'uniforme froissé, la réputation de buveur et de bagarreur qui le suivait comme une ombre. Ils voyaient un homme au-delà de son apogée, essayant de revivre des jours de gloire qui n'avaient probablement jamais existé. Boyington avait déjà tout entendu. Pendant son séjour chez les Tigres volants, les pilotes plus jeunes se demandaient s'ils pouvaient suivre le rythme. Lorsqu'il a rejoint les marines en août 1942 après une libération et un réengagement compliqué parce qu'il avait menti sur son âge et sa condition physique pour revenir, les gradés l'ont regardé avec scepticisme. Le major Gregory Boyington, pensait-il, devrait former des recrues aux États-Unis, pas demander des affectations de combat dans le secteur le plus dangereux du Pacifique. Guadalcanal était un hachoir à viande. Les Japonais contrôlaient les airs la plupart du temps, leurs zéros surclassant les chasseurs américains plus lourds avec une facilité terrifiante. Les pilotes mouraient plus vite qu'on ne pouvait les remplacer. Ce n'était pas un endroit pour un homme de 36 ans avec un problème d'alcool et une dent contre tout le monde. Mais Boyington avait quelque chose que ces sceptiques ne pouvaient pas voir. Il avait de la rage. Contre le système qui continuait de promouvoir de beaux officiers plutôt que des hommes qui savaient réellement se battre. Contre les ex-femmes et les créanciers qui le harcelaient. Contre un établissement militaire qui valorisait le vernis plutôt que la performance. Plus important encore, il avait une compréhension mathématique du combat aérien que la plupart des pilotes n'atteignaient jamais. Il avait étudié les angles, les taux de rapprochement et la gestion de l'énergie jusqu'à ce qu'il devienne instinctif. Il savait que les combats aériens n'étaient pas une question de jeunesse ou de bravade. C'était une question de géométrie, d'agression au moment précis, et de la volonté de pousser son avion au-delà des limites qui rendaient les jeunes pilotes nerveux. Les chuchotements ont continué. Certains pilotes ont parié sur la durée de vie du vieil homme. 1 semaine, peut-être 2, avant que la fatigue ou des réflexes plus lents ne le fassent tuer. D'autres pensaient qu'il trouverait une excuse pour rester au sol, poussant des papiers pendant que les plus jeunes faisaient le vrai combat. Boyington les a tous ignorés. Il avait été sous-estimé toute sa vie. En tant que fils bâtard d'un dentiste de Coeur d'Alene, dans l'Idaho. En tant que lutteur universitaire qui n'avait pas l'air intimidant jusqu'à ce qu'il vous casse le nez. En tant qu'aviateur de marine qui buvait trop et suivait trop peu les ordres. Être moqué était un territoire familier. Ce que personne ne comprenait encore, c'est que l'âge de Boyington était un atout, pas un handicap. Il avait vu assez de combats pour savoir ce qui fonctionnait et ce qui vous faisait tuer. Il ne gaspillait pas d'énergie en acrobatie destinée à impressionner. Il ne se figeait pas lorsque des traceurs passaient devant sa verrière. Il avait déjà affronté la mort des dizaines de fois au-dessus de la Chine et de la Birmanie, et chaque rencontre avait enlevé une autre couche de peur jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une agression froide et calculatrice. Les jeunes pilotes étaient plus rapides, bien sûr, mais ils étaient aussi prévisibles. Ils suivaient la doctrine, exécutaient des manœuvres à la lettre et paniquaient lorsque les choses tournaient mal. Boyington avait oublié la doctrine des années auparavant. Il se battait salement, improvisait constamment et ne paniquait jamais. À la mi-septembre, il allait prouver à chaque sceptique qu'il avait catastrophiquement tort. Mais debout sur ce tarmac de Guadalcanal, écoutant des jeunes de la moitié de son âge se moquer du major raté, Boyington a juste souri. Laissez-les rire. Dans 6 mois, il aurait 28 victoires confirmées, et il raconterait des histoires sur lui pendant les 80 prochaines années. Boyington avait besoin d'un escadron, mais le corps des marines n'allait pas lui confier une de leurs unités impeccables et bien entraînées. Il est donc parti à la recherche des hommes dont personne d'autre ne voulait. Fin septembre 1942,
Il a commencé à éplucher les dossiers du personnel du Marine Aircraft Group 11 à la recherche de pilotes qui avaient été rejetés, rétrogradés ou qui étaient à une erreur de la cour martiale. Il les a trouvés en nombre surprenant. Il y avait un pilote qui avait été cloué au sol pour avoir survolé de trop près le yacht d'un amiral. Un autre avait frappé son commandant lors d'une discussion animée sur la tactique. Plusieurs étaient des problèmes de discipline chronique, des hommes qui buvaient trop, se battaient trop souvent ou ne pouvaient tout simplement pas suivre les protocoles rigides que les marines en temps de paix exigeaient. C'étaient les marginaux, les fauteurs de troubles, les pilotes que les autres commandants d'escadron évitaient activement. Pour Boyington, ils étaient parfaits. Il comprenait que les mêmes qualités qui faisaient d'un homme un cauchemar disciplinaire au sol, l'agressivité, le mépris de l'autorité, l'imprudence, pouvaient le rendre mortel dans les airs si elles étaient correctement canalisées. Le corps des marines voulait des pilotes obéissants qui suivaient les schémas d'attaque exactement, comme on leur avait appris. Boyington voulait des tueurs qui rompraient la formation si cela signifiait avoir une chance de tirer sur un zéro. Il voulait des hommes assez en colère pour poursuivre une attaque lorsque chaque instinct criait de se désengager. Plus important encore, il voulait des pilotes qui n'avaient rien à perdre et tout à prouver. Début octobre 1942, il en avait rassemblé 27. La désignation officielle était VMF 214, un numéro d'escadron recyclé d'une unité qui avait été réorganisée des mois plus tôt. Mais tout le monde a immédiatement commencé à les appeler l'escadron des brebis noires, un surnom qui capturait à la fois leur statut de paria et leur nature fondamentale. Ce n'étaient pas les pilotes polis et professionnels que l'on voyait dans les actualités. C'étaient des hommes rudes, buveurs, qui avaient reçu une dernière chance par un commandant qui était lui-même à sa dernière chance. Boyington les a rassemblés à Henderson Field et leur a exposé sa philosophie en des termes qu'ils comprenaient. Oubliez tout ce que vous avez appris à l'école de pilotage sur les formations et la doctrine tactique. Leur a-t-il dit, en combat réel contre des pilotes japonais, la plupart de cet entraînement vous fera tuer. Les zéros étaient plus rapides et plus manœuvrables que les chasseurs américains. Ils pouvaient surclasser un Corsair ou un Wildcat dans n'importe quel combat aérien prolongé. Alors ne les combattez pas. Utilisez la vitesse et l'altitude. Piquez sur eux, tirez une rafale dévastatrice et remontez en altitude avant qu'ils ne puissent réagir. Si vous vous engagez dans un combat tournoyant avec un zéro, vous avez déjà perdu. Il leur a appris à chasser en binôme, un pilote tirant pendant que l'autre couvrait sa queue. Il leur a appris à ignorer le grade au combat. Si vous voyez une victoire, prenez-la, même si un officier supérieur visait la même cible. Le plus révolutionnaire était son attitude face au risque. Les commandants d'escadrons traditionnels prêchaient la prudence et la survie. Boyington prêchait l'agression jusqu'à l'imprudence. Il voulait que ses pilotes poussent leurs avions au bord de la rupture structurelle. Il voulait qu'ils prennent des tirs que d'autres pilotes considéraient comme trop difficiles ou trop dangereux. Lorsque les services de renseignement les ont informés des capacités des avions japonais, en soulignant les avantages du zéro, Boyington a dit à ses hommes d'arrêter de penser à ce que l'ennemi pouvait faire et de commencer à penser à ce qu'ils allaient faire à l'ennemi. C'était une guerre psychologique destinée à ses propres pilotes, reprogrammant des hommes à qui on avait appris à respecter leurs adversaires en hommes qui les chassaient avec une concentration prédatrice. Les brebis noires se sont entraînés ensemble en octobre et début novembre 1942, développant la coordination qui les maintiendrait en vie. Boyington a associé des pilotes agressifs à des ailiers plus stables, créant des équipes qui s'équilibraient. Il les a fait passer par des exercices jusqu'à ce que ces tactiques deviennent une seconde nature. Plus important encore, il a combattu à leur côté lors des vols d'entraînement, démontrant que le vieil homme pouvait non seulement suivre le rythme, mais souvent surpasser des pilotes de la moitié de son âge. Le respect a lentement remplacé la moquerie. Ces marginaux ont commencé à comprendre que Boyington n'était pas juste un autre officier jouant avec leur vie. C'était un vétéran du combat qui savait exactement ce qui les attendait au-dessus de Rabaul et des îles Salomon, et il leur apprenait comment y survivre. Au moment où le VMF 214 a reçu l'ordre de se déployer dans la zone de combat en septembre 1943, près d'un an après la formation de l'escadron, il s'était transformé d'un ramassis de rejets en quelque chose de vraiment dangereux. Il buvait toujours trop, se battait dans les bars et ignorait les règlements chaque fois que possible. Mais dans les airs, ils étaient devenus un instrument de précision réglé pour un seul but, tuer des pilotes japonais avant que ces pilotes ne les tuent. Le corps des marines avait donné à Boyington l'Ali. Il en avait fait des chasseurs. Les brebis noires sont arrivées à Guadalcanal à la mi-septembre 1943 et la guerre n'a pas tardé à les mettre à l'épreuve. Henderson Field avait évolué par rapport à la piste désespérée et boueuse que les marines défendaient un an plus tôt, mais il restait une base de combat de première ligne où les bombardiers japonais apparaissaient avec une régularité brutale. L'aérodrome était cratérisé, rapiécé et à nouveau cratérisé.
Les mécaniciens travaillaient sur les avions sous des filets de camouflage tout en scrutant le ciel à la recherche de raids ennemis. Ce n'était pas la version romantique du combat aérien que l'on voyait dans les films d'entraînement. C'était un massacre à l'échelle industrielle, mené à 640 km/h. La première mission de combat de Boeington avec le VMF 214 a eu lieu le 16 septembre 1943. Les services de renseignement ont signalé une grande formation d'avions japonais se dirigeant vers les navires alliés près de Vella La Vella. Les brebis noires ont décollé aux côtés d'autres escadrons de marine, 24 corsaires grimpant durement dans les nuages tropicaux. Boeington menait la formation, son avion désigné Lulubelle, bien qu'il ait peint des numéros et des noms sur divers corsaires tout au long de son service de combat. À 15 000 pieds, ils ont repéré l'ennemi. Environ 40 avions japonais, dont des Zéros et des bombardiers en piquet-val, se dirigeant vers le sud-est. Ce qui s'est passé ensuite allait devenir une légende, bien que la réalité ait été bien plus chaotique que les récits ultérieurs ne le suggéraient. Boeington a ordonné par radio à son escadron de maintenir la formation, puis a immédiatement violé son propre ordre en piquant seul vers un Zéro qui s'était séparé du groupe principal. Son ailier, le capitaine George Ashman, a suivi une fraction de seconde plus tard, jurant à la radio. Boeington s'est approché à 300 mètres, 200, puis 100 avant d'ouvrir le feu. Ces 6 mitrailleuses de calibre .50, 3 dans chaque aile, ont craché des balles à une cadence combinée de plus de 4000 par minute. Le Zéro s'est désintégré, des morceaux d'ailes et de fuselage tourbillonnant alors que le pilote n'a jamais eu le temps de réagir. Le reste du VMF 214 a suivi son commandant dans le chaos. Le ciel est devenu un combat au couteau tourbillonnant alors que les Zéros et les corsaires se tordaient dans le même espace aérien. Chaque pilote chassant tout en étant chassé. L'entraînement de Boeington a porté ses fruits immédiatement. Ces pilotes n'ont pas essayé de surclasser les Zéros plus agiles. Au lieu de cela, ils ont utilisé la vitesse et la capacité de piqué supérieure du corsaire, traversant la formation et remontant en altitude avant que les pilotes japonais ne puissent réagir. En 15 minutes, les brebis noires avaient abattu 6 avions ennemis sans une seule perte. Boeington a personnellement revendiqué 2 Zéros ce jour-là, bien que ses rapports aient été laconiques, se concentrant sur les détails tactiques plutôt que sur l'héroïsme. La mission a instantanément établi la réputation du VMF 214. D'autres escadrons avaient suivi méthodiquement la doctrine, obtenant des résultats solides avec des pertes régulières. Les brebis noires volaient comme des pirates, rompant la formation chaque fois que l'occasion se présentait, ignorant les schémas d'attaque au profit d'une agression improvisée. Ça n'aurait pas dû marcher. Tous les manuels tactiques disaient que les formations indisciplinées faisaient tuer les pilotes. Mais les marginaux de Boeington avaient un avantage que les auteurs de la doctrine n'avaient jamais anticipé. Ils se faisaient entièrement confiance. Chaque pilote savait que son ailier le couvrirait lors d'attaques agressives. Ils s'étaient entraînés ensemble pendant des mois, apprenant les tendances de chacun jusqu'à ce que la coordination devienne un instinct. Les sceptiques, qui s'étaient moqués de l'âge de Boeington, se sont tués après cette première mission. En regardant le major de 36 en sortir de son corsaire, le visage rouge de l'effort et du froid de haute altitude, ils ont compris qu'il l'avait catastrophiquement mal jugé. Il ne faisait pas que suivre le rythme des jeunes pilotes, il les surpassait en intelligence. Ces victoires ce jour-là ont démontré une patience prédatrice que les jeunes pilotes possédaient rarement. Il avait attendu des solutions de tir parfaites plutôt que de gaspiller des munitions sur des tirs à faible pourcentage. Il avait positionné son avion pour contrôler les angles d'engagement, forçant les pilotes japonais à réagir à lui plutôt que l'inverse. Les pilotes japonais ont rapidement appris le nom de Boeington. Les interceptions des services de renseignement révéleraient plus tard que les commandants aériens ennemis avaient spécifiquement averti leurs pilotes de l'escadron américain agressif opérant depuis Guadalcanal. Les Zéros avaient dominé les cieux du Pacifique pendant 2 ans grâce à une manœuvrabilité et un entraînement des pilotes supérieurs. Ils rencontraient maintenant une unité américaine qui refusait de se battre selon les termes japonais. Les tactiques de Boeington, frapper vite, frapper fort et se désengager avant que l'ennemi ne puisse réagir, annulaient les avantages du Zéro tout en exploitant ses faiblesses. Les chasseurs japonais légers ne pouvaient pas survivre à la puissance de feu lourd du corsaire, et leur manque de blindage signifiait que même de brèves passes de tir pouvaient s'avérer fatales. Au cours de la semaine suivante, le VMF 214 a effectué 6 autres missions de combat, abattant 17 autres avions ennemis. Le score personnel de Boeington est passé à 5, faisant de lui un A à la fin de septembre. Le vieil homme que les jeunes pilotes avaient moqué était maintenant le vieil homme qu'ils suivaient dans les cieux les plus dangereux de la guerre du Pacifique. Et il ne faisait que commencer. Entre fin septembre et Noël 1943, Boeington a transformé le combat aérien en une science de la violence contrôlée.
Son nombre de victoires a augmenté avec une précision mécanique. 5 en septembre, 6 de plus en octobre, 5 autres en novembre. À la mi-décembre, il avait personnellement abattu 16 avions japonais et le VMF 214 avait collectivement détruit plus de 60 avions ennemis tout en n'en perdant que 7 des leurs. Les mathématiques étaient stupéfiantes. La plupart des escadrons se considéraient comme réussis avec un ratio de victoire de 2 contre 1. Les brebis noires atteignaient près de 9 contre 1, des chiffres qui ont poussé les officiers du renseignement sceptique à demander une vérification avant d'accepter les revendications. Les innovations tactiques de Boyington ont entraîné ces résultats. Il a développé ce qu'il a appelé le tissage de Boyington, une manœuvre défensive où 2 corsaires se croisaient au-dessus d'une formation, chaque pilote couvrant la queue de l'autre en succession continue. Les pilotes japonais trouvaient presque impossible d'attaquer une paire en tissage sans s'exposer au feu dévastateur de l'autre avion. Il a également perfectionné la passe de tir en piqué par le haut, plongeant de 6000 mètres à des vitesses approchant les 720 km/h, tirant une rafale de 2 secondes sur un zéro, puis remontant en altitude avant que les pilotes ennemis ne puissent réagir. La technique exigeait une précision absolue. Piquez trop abruptement et vous perdriez connaissance à cause des forces G. Trop peu profond et vous donneriez au zéro le temps de manœuvrer. Trop vite et vous dépasseriez la cible sans obtenir un tir net. Les chiffres racontaient une partie de l'histoire, mais l'impact psychologique en racontait une autre. Les pilotes japonais ont commencé à éviter le combat avec les corsaires marqués de l'insigne distinctif du VMF 214. Des interceptions des services de renseignement ont révélé que les commandants ennemis avertissaient leurs pilotes du Major américain qui chasse comme un loup, une référence à l'habitude de Boyington de rôder au-dessus des formations ennemies, attendant un traînard ou un pilote distrait avant de frapper. Il avait appris cette patience pendant ses jours chez les tigres volants, en observant comment les pilotes expérimentés tuaient efficacement plutôt que de manière spectaculaire. Les jeunes pilotes autour de lui voulaient des combats aériens dramatiques et des manœuvres impossibles. Boyington voulait des ennemis morts, obtenus avec un risque minimal pour ses hommes. Son style de vol personnel combinait l'agression et le calcul glacial. Le 17 octobre 1943, il a mené un balayage de chasseurs au-dessus de l'aérodrome de Kaili à Bougainville, l'une des bases japonaises les plus lourdement défendues des Salomon. Le feu antiaérien a rempli le ciel d'éclats noirs et 30 zéros se sont levés pour rencontrer la formation américaine. Boyington a identifié le commandant ennemi, un zéro volant légèrement au-dessus de la formation avec des marques distinctives, et a pris une décision qui semblait insensée. Il a rompu la formation, a grimpé directement vers le chef ennemi pendant que son escadron engageait les autres chasseurs japonais en dessous, et s'est approché à bout portant avant de tirer. Le zéro a explosé, et la formation japonaise restante a perdu sa cohésion alors que les pilotes réalisaient que leur commandant était mort. C'était une guerre psychologique menée à 480 km/h, et ça a marché. Les pilotes japonais démoralisés se sont dispersés, et le VMF 214 a détruit 9 avions ce jour-là sans aucune perte. La consommation d'alcool de Boyington est devenue légendaire pendant cette période, bien que les histoires manquent souvent le calcul derrière. Il buvait beaucoup après les missions, consommant parfois un 5e de whisky avant de s'évanouir dans sa tente. Mais il ne buvait jamais avant de voler, et il n'a jamais laissé l'alcool interférer avec la planification des missions ou l'entraînement des pilotes. La consommation d'alcool avait un but. Elle calmait les cauchemars, les rediffusions sans fin des quasi-accidents et des pilotes qui ne revenaient pas. Le vol de combat produisait un type de stress spécifique que les psychiatres en temps de paix comprenaient à peine. Vous passiez des heures dans un cockpit exigu, hyper vigilant aux menaces, puis vous viviez 30 minutes de pure terreur en essayant de tuer d'autres pilotes pendant qu'ils essayaient de vous tuer. Puis vous retourniez à la base et essayiez d'agir normalement. Le système nerveux humain n'était pas conçu pour ce cycle répété quotidiennement pendant des mois. Boyington a trouvé que le whisky fonctionnait mieux que les alternatives. Son âge, la qualité initialement moquée, est devenu son plus grand atout pendant cette période brutale. Les jeunes pilotes devenaient avides de victoire, poursuivant des avions endommagés dans des situations dangereuses ou poursuivant des ennemis jusqu'à ce que le carburant soit dangereusement bas. Boyington ne l'a jamais fait. Il volait depuis assez longtemps pour savoir que la guerre ne se terminait pas avec une seule mission. La survie exigeait de la discipline. Savoir quand rompre une attaque, quand laisser un ennemi endommagé s'échapper plutôt que de le suivre dans un piège. Il a inculqué cela à son escadron sans relâche. Obtenez la victoire si vous le pouvez, leur a-t-il dit. Mais rentrer à la maison compte plus que d'ajouter à votre score. Fin décembre 1943, Boyington avait 16 victoires confirmées, le plaçant à égalité avec plusieurs autres des marines. Il lui en fallait 12 de plus pour égaler le record de 26 victoires américaines d'Eddie Rickenbacker pendant la Première Guerre mondiale, un total que beaucoup considéraient comme intouchable.
Boyington a étudié les chiffres et a fait un calcul. S'il maintenait son rythme actuel, environ 4 victoires par mois, il atteindrait le record de Rickenbacker début janvier. Puis il rentrerait chez lui, recevrait toutes les médailles que le corps des marines voulait lui donner et trouverait un bar où personne ne connaissait son nom. Début janvier 1944, Gregory Boyington était devenu un problème pour le haut commandement japonais. Son nom est apparu dans des rapports de renseignements traduits de communications ennemies interceptées, et ce que ces rapports ont révélé était extraordinaire. Les commandants de l'aviation navale japonaise avaient émis des avertissements spécifiques concernant le major américain commandant l'unité des brebis noires, décrivant ses tactiques et ordonnant à leurs pilotes d'éviter tout engagement prolongé avec son escadron. C'était sans précédent. Les pilotes américains individuels étaient rarement mentionnés dans les briefings tactiques japonais. Mais les plus de 20 victoires de Boyington et l'efficacité dévastatrice de son escadron l'avaient élevé du statut d'ennemi anonyme à celui de menace nommée. La réponse japonaise a été méthodique et professionnelle. Ils ont assigné certains de leurs meilleurs pilotes restants à la région de Rabaul spécifiquement pour chasser Boyington. En janvier 1944, la qualité des pilotes japonais avait considérablement diminué par rapport aux aviateurs superbement entraînés qui avaient attaqué Pearl Harbor. Les pertes au combat avaient forcé la marine impériale japonaise à raccourcir les programmes d'entraînement, envoyant des pilotes au combat avec à peine 200 heures de vol, contre les 500 à 700 heures que leurs prédécesseurs recevaient. Mais un noyau de pilotes d'élite est resté. Des hommes avec des dizaines de victoires et des années d'expérience de combat. Tokyo a détourné plusieurs de ses navires vers le Pacifique Sud avec des ordres explicites. Éliminer le major américain avant qu'il ne devienne un handicap de propagande encore plus grand. Boyington savait que les Japonais le chassaient spécifiquement. Les officiers du renseignement ont partagé les communications interceptées et il les a lues avec une satisfaction sinistre. Être ciblé signifiait qu'il était devenu assez efficace pour compter, assez dangereux pour mériter une attention particulière. Cela signifiait également que ses chances de survie avaient considérablement diminué. Les pilotes japonais qui le poursuivaient n'étaient pas les remplaçants inexpérimentés que le VMF 214 avait décimés pendant des mois. C'étaient des tueurs qui comprenaient la gestion de l'énergie et le tir en déflexion, qui ne paniqueraient pas lorsque les corsaires piqueraient sur eux, qui avait volé assez longtemps pour développer les instincts prédateurs qui séparaient les ânes des cadavres. Sa renommée s'étendait au-delà de la zone de combat. Les correspondants de guerre avaient découvert l'histoire des brebis noires, l'escadron de marginaux dirigé par un major de 36 ans qui buvait trop et tuait les pilotes japonais avec une efficacité impitoyable. Le récit était irrésistible pour un front intérieur avide de héros. Le magazine Time a publié un article sur le VMF 214 fin décembre 1943, décrivant Boyington comme buveur, combattant et notant son approche non conventionnelle du commandement. Le Bureau des affaires publiques du corps des marines, initialement mal à l'aise avec les aspérités de Boyington, a reconnu sa valeur propagandiste. Voici un guerrier américain plus âgé qui surclassait les jeunes pilotes japonais. Un contre-récit parfait aux affirmations, ennemis de supériorité raciale. Boyington détestait l'attention. La célébrité interférait avec le combat, et le combat était la seule chose qu'il faisait bien. Les journalistes voulaient des citations colorées et des histoires héroïques. Il leur a donné des réponses laconiques et a essayé de rediriger le crédit vers son escadron. Mais l'attention ne cessait de s'intensifier. Début janvier, son nombre de victoires avait atteint 24, à seulement 2 du record américain d'Eddie Rickenbacker. Soudain, tout le monde, du quartier général des marines aux journaux des États-Unis, regardait, attendant de voir si le vieil homme pouvait réaliser l'apparemment impossible. La pression se manifestait de manière subtile. Boyington a commencé à prendre des risques qu'il avait précédemment évités, poussant les attaques un peu plus longtemps que la sagesse tactique ne le suggérait, poursuivant des avions endommagés alors qu'il aurait dû se désengager. Une partie de cela était l'agressivité naturelle qui le rendait mortel. Une partie était quelque chose de plus sombre, un besoin de se valider contre chaque personne qui avait jamais douté de lui, chaque commandant qu'il avait traité de raté, chaque jeune pilote qui s'était moqué du major vieillissant. Le record n'était plus seulement une question de chiffres. Il s'agissait de prouver que l'âge, le grade et la respectabilité ne signifiaient rien comparé à la compétence brute et à la volonté de se battre. Son escadron a remarqué le changement. Le capitaine George Ashman, son ailier le plus fréquent, a mentionné à d'autres pilotes que Boyington semblait plus téméraire. Début janvier, il avait toujours été agressif, mais maintenant il poussait les attaques au-delà des limites raisonnables. Ashman craignait que la poursuite par leur commandant du record de Rickenbacker ne le fasse tuer, et ne fasse peut-être tuer son ailier en essayant de le couvrir. Mais dire cela directement à Boyington était impossible. Le major n'acceptait pas bien la critique, surtout en ce qui concernait son pilotage, et le défier signifiait risquer une réaffectation ou pire.
Les Japonais ont observé et attendu. Leur réseau de renseignement a suivi les missions du VMF 214, notant les schémas et les préférences. Ils ont identifié la tendance de Boyington à voler en couverture haute, sa préférence pour l'attaque depuis le soleil, son habitude d'engager les commandants ennemis en premier pour perturber la cohésion de la formation. Les chefs de chasseurs japonais ont commencé à ajuster leur tactique spécifiquement pour le contrer, tendant des pièges conçus pour attirer les pilotes américains agressifs dans des situations désavantageuses. Ils ont positionné des zéros en altitude comme appât, cachant des chasseurs supplémentaires en dessous dans la couverture nuageuse, attendant que Boyington pique sur la cible apparente et s'expose à une attaque par le bas. Le 1er janvier 1944, Boyington a abattu sa 25e victime confirmée, se rapprochant d'une victoire du record de Rickenbacker. La date ne lui a pas échappé. Nouvelle année, peut-être nouveau chapitre, s'il pouvait juste en obtenir une de plus. Les services de renseignement ont informé le VMF 214 ce soir-là d'une augmentation de l'activité des chasseurs japonais au-dessus de Rabaul. Des pilotes ennemis d'élite se concentraient dans la région. L'officier de renseignement a regardé directement Boyington en donnant cette information. L'implication était claire. Ils viennent spécifiquement pour vous. Boyington hocha la tête une fois et ne dit rien. Laissez-les venir. Le 3 janvier 1944 s'est levé clair sur Guadalcanal. Un temps de vol parfait et un temps de meurtre parfait. Boyington s'est réveillé avec la gueule de bois, ce qui n'était pas inhabituel, et la certitude qu'aujourd'hui pourrait être le jour où il égalerait le record de Rickenbacker. Le VMF 214 avait une mission prévue au-dessus de Rabaul, la base japonaise lourdement fortifiée de Nouvelle-Bretagne qui servait de principale zone de rassemblement pour les opérations ennemies dans le Pacifique Sud. Rabaul était un tueur. Les Japonais y avaient concentré plus de 300 avions, protégés par des dizaines de batteries antiaériennes qui noircissaient le ciel de DCA. Attaquer Rabaul signifiait voler dans une galerie de tir où l'ennemi avait tous les avantages, sauf un. Les pilotes américains étaient maintenant mieux entraînés, mieux dirigés et plus agressifs que leurs adversaires de plus en plus désespérés. Le briefing du matin a confirmé ce que tout le monde attendait. Les services de renseignement ont signalé une forte présence de chasseurs japonais au-dessus de Rabaul, avec des indications que des unités d'élite opéraient dans la région. La mission était un balayage de chasseurs. Le VMF 214 escorterait des bombardiers attaquant les navires japonais, puis engagerait tous les chasseurs ennemis qui se lèveraient pour intercepter. Boyington a étudié les cartes et les bulletins météorologiques avec son intensité habituelle, calculant les chars de carburant, les altitudes d'attaque et les routes de sortie. Il savait que les Japonais l'attendraient spécifiquement. Très bien. Il les attendait aussi. 24 corsaires ont décollé de Henderson Field à 9 heures, se formant au-dessus de l'eau avant de virer au nord-ouest vers Rabaul. Boyington menait la formation, grimpant à 22 000 pieds, où l'air était mince et froid. Le vol a duré 90 minutes, et pendant ce temps, Boyington a passé en revue tous les scénarios tactiques qu'il avait mémorisés. Où positionnerait-il les chasseurs s'ils défendaient Rabaul? Comment tendrait-il un piège à un commandant américain agressif? Les réponses sont venues facilement après des mois de combat. Cacher les chasseurs dans le soleil. Utiliser l'avantage de l'altitude. Appâter les Américains pour qu'ils poursuivent des avions endommagés dans des embuscades en attente. Ils ont frappé Rabaul juste après 10h30. Les bombardiers américains sont entrés les premiers et les chasseurs japonais ont essaimé pour les rencontrer. Des zéros et les plus récents et plus lourds Oscars. Peut-être 70 avions au total. Boyington a ordonné par radio à son escadron de maintenir la formation, puis a observé le combat qui se développait avec une concentration prédatrice. Il a repéré un zéro grimpant seul vers les bombardiers américains, séparés de sa formation. Un appât classique. Il a étudié l'espace aérien autour du zéro solitaire, cherchant le piège, et les a repérés. 4 autres zéros nichés dans une couverture nuageuse à 3000 pieds en dessous. Il s'attendait à ce qu'il pique sur la cible évidente et s'expose à une attaque par le bas. Au lieu de cela, Boyington a fait un tonneau et a piqué sur les chasseurs cachés. La manœuvre était insensée, plongeant loin de son escadron vers 4 avions ennemis alors que des dizaines d'autres grouillaient à proximité. Son ailier, le premier lieutenant George Ashman, a suivi immédiatement, jurant dans sa radio. Les 6 mitrailleuses de calibre .50 de Boyington ont martelé le zéro le plus proche avant que le pilote japonais ne réalise qu'il avait été repéré. L'avion ennemi a viré à gauche, traînant de la fumée, et Boyington était déjà en train de s'aligner sur le deuxième zéro lorsque des traceurs ont fusé devant sa verrière. D'autres chasseurs japonais au-dessus. Le piège avait une deuxième couche qu'il avait manquée. Ce qui s'est passé ensuite reste contesté. Le corsaire de Boyington a subi plusieurs coups, soit des zéros dessus, soit d'un pilote japonais solitaire nommé Masahiro Kawato,
qui a plus tard revendiqué la victoire. Boyington a rapporté par radio que son moteur tombait en panne et qu'il se dirigeait vers l'eau. Ashman a vu l'avion de son commandant traîner du liquide de refroidissement, perdant de l'altitude dans une glissade contrôlée vers l'océan en contrebas. Puis la radio de Boyington s'est tue. Le dossier officiel montre que Boyington a abattu sa 26e victime ce matin-là, égalant le record de Rickenbacker. Certains récits affirment qu'il en a eu 2 de plus, 27 ou même 28 au total avant d'être touché, bien que ces victoires supplémentaires n'aient jamais été officiellement confirmées. Ce qui est certain, c'est que vers 11 heures le 3 janvier 1944, le corsaire du major Gregory Boyington a heurté l'eau à environ 50 km au nord-ouest de Rabaul. Ashman a tourné autour du site du crash et a vu Boyington sortir de l'avion qui coulait dans son radeau de sauvetage. Puis la jauge de carburant d'Ashman l'a forcé à rompre et à rentrer chez lui. Il a rapporté avoir vu Boyington vivant dans l'eau, faisant des signes, apparemment indemne, à l'exception du petit problème d'être bloqué dans un océan contrôlé par l'ennemi avec des patrouilleurs japonais à quelques minutes. Le VMF 214 est retourné à Guadalcanal et a attendu. Des avions de recherche et de sauvetage ont survolé la zone pendant 3 jours, ne trouvant rien. La marine a envoyé un sous-marin patrouiller dans les eaux au large de Rabaul à la recherche du pilote disparu. Rien. Le 7 janvier, le corps des marines a officiellement déclaré le major Gregory Boyington porté disparu au combat, présumé mort. Des services commémoratifs ont été prévus. L'escadron a pleuré. Les correspondants de guerre ont écrit des articles élogieux sur le major buveur qui avait égalé le record de Rickenbacker lors de sa dernière mission. Une fin tragique parfaite pour un guerrier qui avait vécu aussi violemment qu'il s'était battu. Sauf que Boyington n'était pas mort. Un sous-marin japonais l'avait repêché de l'océan quelques heures après sa chute, et il était déjà en route pour un camp de prisonniers de guerre, où il passerait les 20 prochains mois à découvrir que la survie au combat était facile comparée à la survie en captivité. Mais personne ne le savait encore. Pour le moment, Gregory Boyington avait simplement disparu dans le Pacifique. Sa légende complète. Son histoire apparemment terminée. À 36 ans, avec 26 ou 28 victoires confirmées et un escadron de marginaux qu'il avait transformé en tueurs. Le sous-marin japonais a fait surface près du radeau de sauvetage de Boyington moins de 2 heures après sa chute, et les marins l'ont hissé à bord avec l'efficacité d'hommes qui avaient déjà fait cela. Il était trompé, contusionné par l'amérissage forcé et furieux d'avoir été capturé. L'équipage du sous-marin l'a fouillé, a confisqué son équipement de survie et l'a enfermé dans un compartiment exigu sous les ponts. Pendant le trajet vers Rabaul, Boyington a compris que sa guerre était entrée dans une nouvelle phase, bien plus dangereuse. En tant que pilote abattu, il avait une valeur de renseignement. Les Japonais l'interrogeraient sur les tactiques américaines, les capacités des avions et les plans opérationnels. La manière dont il mènerait cet interrogatoire déterminerait s'il survivrait aux prochaines semaines. Il est arrivé à Rabaul le 4 janvier 1944 et les interrogatoires ont commencé immédiatement. Les officiers du renseignement japonais voulaient tout savoir. La force de l'escadron, les capacités radars, les opérations prévues, les données de performance des avions. Boyington ne leur a rien donné au-delà de son nom, de son grade et de son numéro de matricule, comme l'exigeaient les protocoles de la Convention de Genève. Les interrogateurs ont répondu par une pression croissante. Ils l'ont privé de nourriture pendant des jours. Ils ont organisé de fausses exécutions, le plaçant contre un mur pendant que des soldats levaient leurs fusils. Ils l'ont gardé dans une cellule à peine assez grande pour s'asseoir, sans lumière et avec une ventilation minimale. Boyington a enduré cela en se réfugiant dans un silence obstiné, ne donnant à ses ravisseurs rien qu'ils puissent utiliser. Après 3 semaines à Rabaul, les Japonais l'ont transféré à Funa, un centre d'interrogatoire secret près de Yokohama qui n'existait techniquement pas en vertu du droit international. Il détenait des aviateurs et des équipages de sous-marins capturés, les gardant isolés du système régulier des camps de prisonniers de guerre tout en extrayant des renseignements. Les conditions étaient délibérément brutales. Les prisonniers recevaient des rations de famine, un petit bol de riz avec des restes de légumes occasionnels 2 fois par jour, soit environ 600 calories, alors que les hommes adultes en avaient besoin de 3000. Boyington a rapidement perdu du poids, son corps consommant sa masse musculaire pour survivre. Les interrogatoires à Funa étaient plus sophistiqués qu'à Rabaul, menés par des officiers japonais qui parlaient un anglais parfait et utilisaient la manipulation psychologique aux côtés de la privation physique. Ils n'arrêtaient pas de lui dire que la guerre était perdue, que l'Amérique perdait dans le Pacifique, que son sacrifice ne signifiait rien. Boyington a reconnu cela comme une manipulation standard des prisonniers. Mais la famine rendait la résistance plus difficile. La faim dominait tout. Il pensait constamment à la nourriture, rêvait de nourriture, aurait échangé toutes ses médailles et sa reconnaissance contre un seul repas complet.
Les autres prisonniers d'Efuna étaient dans un état similaire. Des hommes décharnés avec des côtes saillantes et des yeux hantés, des vétérans de naufrages de sous-marins ou d'équipages de bombardiers abattus au-dessus du Japon. Ils ont développé un système de communication secret en utilisant des coups et des chuchotements, partageant des informations sur qui était interrogé et sur ce que les Japonais semblaient le plus intéressés à apprendre. En mai 1944, les Japonais ont de nouveau transféré Boyington, cette fois à Mori, un camp de prisonniers de guerre régulier près de Tokyo. Les conditions à Mori étaient légèrement meilleures, des cellules plus grandes, des colis occasionnels de la Croix-Rouge, des interrogatoires moins fréquents. Mais la famine restait constante. La ration quotidienne était à peine suffisante pour éviter la mort, calibrée pour maintenir les prisonniers faibles et dociles. Le poids de Boyington est tombé en dessous de 60 kg, près de 32 kg de moins que son poids de vol de combat. La dysenterie a balayé le camp régulièrement, tuant des hommes déjà affaiblis par la malnutrition. Boyington a survécu à ces épidémies par un pur refus obstiné de mourir, même si les prisonniers autour de lui succombaient. Le bilan psychologique était pire que la souffrance physique. À Guadalcanal, Boyington avait contrôlé son destin par son habileté et son agressivité. Dans les camps de prisonniers de guerre, il ne contrôlait rien. Les gardes battaient les prisonniers pour des infractions mineures ou sans raison. La maladie tuait au hasard. Les raids de bombardement américains sur Tokyo signifiaient la sécurité pour l'effort de guerre, mais la terreur pour les prisonniers logés près de cibles militaires légitimes. Plusieurs fois, des bombes sont tombées assez près pour faire trembler les bâtiments du camp, et Boyington a vécu l'ironie amère de pouvoir être tué par les avions de son propre camp. Les gardes ont menacé d'exécuter tous les prisonniers si les forces américaines envahissaient le Japon, et Boyington les croyait. Les Japonais avaient démontré tout au long de la guerre du Pacifique qu'ils considéraient la reddition comme déshonorante et traitaient les prisonniers en conséquence. Au pays, Boyington était présumé mort. Le corps des marines a organisé des services commémoratifs en février 1944. Ses ex-femmes ont déposé des demandes de prestation de décès. Le VMF 214 a reçu un nouveau commandant et a continué à se battre sans lui. Les correspondants de guerre ont écrit des nécrologies célébrant le major buveur qui était devenu un et avait égalé le record de Rickenbacker avant de mourir au combat. Son nom est apparu sur les listes de victimes publiées dans les journaux de sa ville natale. À toute fin pratique, Gregory Boyington avait cessé d'exister, sauf comme un souvenir et une histoire édifiante sur les pilotes agressifs qui poussaient trop loin. Mais dans le camp des Mori, Boyington était bien vivant, comptant les jours et luttant pour survivre à chacun d'eux. Il s'est rendu utile aux autres prisonniers, partageant ses connaissances sur l'évasion et l'évasion acquises lors de son expérience de combat. Il a organisé la résistance à la brutalité des gardes, des actes de défi subtils qui maintenaient le moral des prisonniers sans déclencher de représailles massives. Il a calculé que s'il pouvait survivre jusqu'à ce que les forces américaines envahissent le Japon, une invasion qu'il supposait correctement se produire vers le milieu ou la fin de 1945, il pourrait en fait rentrer chez lui. Cet espoir l'a soutenu pendant des mois de famine, de maladies et de la guerre psychologique exténuante que les commandants de camps japonais utilisaient pour briser l'esprit des prisonniers. À l'été 1945, même les gardes savaient que le Japon perdait. Les raids de bombardement américains s'intensifiaient, transformant les villes japonaises en brasiers. Les gardes devenaient plus erratiques, ignorant parfois complètement les prisonniers, d'autres fois se déchaînant avec une violence aléatoire née de la peur et de la frustration. Boyington a observé et attendu. La libération arrivait. Il devait juste survivre encore quelques semaines, peut-être quelques mois. Après tout ce qu'il avait enduré, mourir maintenant serait cosmiquement injuste. Alors, il n'est pas mort. Il a simplement existé, un jour à la fois, en attendant la fin de la guerre. Le 15 août 1945 est arrivé au camp des Mori avec un silence étrange. Les gardes, qui patrouillaient normalement avec une autorité agressive, se tenaient en groupe confus, parlant à voix basse et pressée. Aucun prisonnier n'a été battu ce matin-là. Aucun détachement de travail n'a été organisé. Quelque chose de fondamental avait changé, bien que les prisonniers ne sachent pas encore quoi. Puis un prisonnier américain qui comprenait le japonais a surpris des gardes discutant du discours radiodiffusé de l'empereur Hirohito. Le Japon s'était rendu. La guerre était finie. En quelques heures, l'information s'est répandue à Mori en chuchotement et en célébration prudente. Boyington a entendu la nouvelle et n'a rien ressenti. Au début, 20 mois de captivité avaient épuisé sa capacité d'émotion immédiate. Puis le soulagement est venu, suivi de la question terrifiante. Survivrait-il réellement assez longtemps pour rentrer chez lui? Les gardes japonais n'ont pas immédiatement abandonné le camp. Pendant plusieurs jours, un équilibre précaire a existé où les prisonniers savaient que la guerre était terminée, mais restaient techniquement captifs.
Des avions américains ont commencé à survoler le camp, larguant des provisions avec des messages confirmant que la libération était imminente. Le 29 août 1945, les forces américaines ont officiellement libéré Maury. Le personnel médical de la marine est entré dans le camp et a été confronté à des scènes dont on les avait prévenus, mais auxquelles ils ne pouvaient pas se préparer complètement. Des centaines d'hommes squelettiques, beaucoup à peine en vie, souffrant de malnutrition, de dysenterie et de blessures non traitées. Boyington pesait 58 kg, sa combinaison de vol flottant sur une charpente qui avait été autrefois de solides muscles. Un médecin de la marine l'a examiné et a immédiatement ordonné son hospitalisation. La marine a transporté les prisonniers libérés à Guam pour une évaluation médicale et une première convalescence. Boyington a passé 2 semaines dans un hôpital militaire, recevant un traitement pour la malnutrition et les diverses infections qu'il avait accumulées pendant sa captivité. Les médecins l'ont nourri avec précaution, sachant qu'une nourriture abondante et soudaine pouvait tuer les victimes de la famine par le syndrome de renutrition. Il a lentement repris du poids, son corps se souvenant comment traiter une nutrition adéquate. Pendant cette période de convalescence, les officiers des affaires publiques de la marine l'ont informé que tout le monde le croyait mort depuis 20 mois. Sa chute et sa disparition en janvier 1944 avaient été rapportées comme une mort au combat. Son nom figurait sur des murs commémoratifs. Le corps des marines était passé à autre chose. Sauf que le corps des marines n'était pas entièrement passé à autre chose. Lorsque la nouvelle est parvenue à Washington que le major Gregory Boyington était en vie, une course bureaucratique a commencé. Son dossier de combat était extraordinaire. 26 victoires confirmées, peut-être 28 selon les récits acceptés, obtenues en environ 6 mois de combats intensifs. Il avait commandé l'un des escadrons les plus efficaces de l'histoire de l'aviation des marines. Il était devenu un symbole de propagande, le pilote plus âgé et buveur qui avait surclassé les jeunes ennemis. Le bureau des affaires publiques du corps des marines a immédiatement reconnu que le retour d'entre les morts de Boyington était une histoire trop parfaite pour être gaspillée. En septembre 1945, le corps des marines a annoncé que Boyington recevrait la médaille d'honneur, la plus haute décoration militaire américaine. La citation louait son héroïsme et sa bravoure extraordinaire au-delà de l'appel du devoir et mentionnait spécifiquement son leadership agressif et son courage personnel. La récompense a été controversée parmi certains officiers des marines qui considéraient Boyington comme indiscipliné et sa consommation d'alcool comme problématique. Mais l'opinion publique a prévalu sur les objections internes. La nation voulait des héros pour célébrer la victoire. Et l'histoire de Boyington, le pilote plus âgé moqué qui avait prouvé à tout le monde qu'il avait tort, avait obtenu un nombre de victoires incroyables, avait survécu à une chute et à un emprisonnement, était exactement ce dont l'Amérique d'après-guerre avait besoin. Le président Harry Truman a remis la médaille d'honneur à Boyington à la Maison-Blanche le 10 octobre 1945. Boyington se tenait en uniforme de cérémonie qui lui allait enfin correctement, maintenant qu'il avait repris du poids, semblant mal à l'aise avec la cérémonie et l'attention. Les photographes ont immortalisé le moment et les journaux à travers l'Amérique ont publié l'histoire. Le vieil homme, qu'on avait considéré comme fini à 36 ans, avait non seulement survécu, mais avait prouvé que l'âge ne signifiait rien lorsqu'il était combiné à la compétence, au courage et à un refus absolu d'abandonner. La justification était complète, mais creuse. Boyington a découvert que la célébrité n'effaçait pas les 20 mois de famine et de brutalité. Il faisait des cauchemars sur le camp d'Emory, se réveillant en sueur froide, convaincu d'être toujours emprisonné. La nourriture restait une obsession. Il mangeait compulsivement, incapable de se sentir vraiment rassasié après avoir été si longtemps affamé. Il buvait beaucoup, s'automédiquant les blessures psychologiques que la médecine de 1945 n'avait aucun outil pour traiter. Le corps des marines le voulait pour des apparitions publiques et des campagnes de bons de guerre. Il s'est conformé mécaniquement, prononçant des discours sur le courage et la victoire tout en luttant en privé avec ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique sévère. Sa vie d'après-guerre, devenue compliquée et souvent troublée. Il s'est marié et a divorcé à nouveau, a lutté contre l'alcoolisme, a occupé divers emplois qui ne lui convenaient jamais tout à fait. La discipline qui le rendait mortel au combat ne se traduisait pas bien dans la vie civile en temps de paix. Il a écrit une autobiographie intitulée « Baa Black Sheep » en 1958, qui est devenue un best-seller, et une série télévisée basée vaguement sur ses exploits a été diffusée de 1976 à 1978. Celles-ci lui ont fourni un revenu et ont maintenu son histoire vivante pour de nouvelles générations. Mais les gens qui le connaissaient ont reconnu que quelque chose d'essentiel avait été endommagé pendant ces 20 mois de captivité. Quelque chose que les médailles et la reconnaissance ne pouvaient pas réparer. Gregory Boyington est décédé le 11 janvier 1988 à l'âge de 75 ans.
Il a été enterré au cimetière national d'Arlington avec les honneurs militaires complets. Sa pierre tombale indiquant son grade, ses décorations et ses 28 victoires confirmées. Le nombre plus élevé a finalement été accepté par les archives officielles. Les membres de son escadron des Brebis Noires, les marginaux et les rejets qu'il avait transformés en combattants d'élite ont assisté aux funérailles. Ils se souvenaient de lui non pas comme du récipiendaire de la médaille d'honneur ou du personnage de télévision, mais comme du major de 36 ans qui avait ignoré les moqueries et la discrimination fondée sur l'âge pour prouver que l'efficacité au combat provenait de la compétence, du leadership et d'un courage obstiné. Les jeunes pilotes qui s'étaient moqués du vieil homme en septembre 1942 n'ont plus jamais fait ces blagues après sa première mission de combat. Il avait tout prouvé dans les cieux de Guadalcanal et de Rabaul, obtenant 28 victoires en 6 mois, et menant son escadron à un ratio de victoire de 9 contre 1. L'âge était sans importance. L'expérience, l'agressivité et la brillance tactique étaient tout. Papy Boyington a compris cela, l'a vécu et a écrit la leçon dans le feu et le sang à travers le ciel du Pacifique.